Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, mon invité est Madame Jacou, qui a exercé la profession d'avocat et elle a beaucoup de choses à nous dire concernant les autorisations d'exploiter et toutes les dérives qu'on peut avoir malheureusement en France. Même si c'est pas merveilleux à l'étranger, en France, on a nos problèmes aussi. Donc Madame Jacou, je vous donne la parole. Je vous remercie d'être Mais présente. je vous en prie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, vous avez souhaité que je vous fasse un point sur le fonctionnement du système des autorisations d'exploiter, qu'on appelait les cumuls dans ma jeunesse, hein, voilà. Donc ce sont nos anciens cumuls des articles 188.1 et suivants du Code rural, devenus L 331.1 et suivants du Code rural qu'on nous manipule à toutes les occasions. Les cumuls, si vous voulez, je vais faire un point de nostalgie, mais les cumuls, c'était simple. Vous étiez au-dessus, vous étiez en dessous, bon ben voilà, c'est tout. Là, c'est devenu évidemment, comme tout en réglementation française, une usine à gaz. J'entendais rappeler ce matin à la télévision une phrase de Clémenceau dont je ne me souvenais plus. La France est un pays très fertile. On plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Ben, c'était il y a quand même plus d'un siècle et il n'y a rien de changé, loin de là. Là, on est sur autre chose, oui et non, c'est-à-dire l'accumulation d'une réglementation administrative. Je ne sais pas si quelqu'un dans nos auditeurs, comme vous le savez, ça marche. Si vous êtes ou vous êtes soumis à autorisation ou vous ne l'êtes pas, les autorisations, les opérations soumises à autorisation pour simplifier les agrandissements, les démembrements, etc. Enfin bon, ça reste des principes assez basiques. Sont de droit si vous n'avez pas de candidature concurrente, c'est-à-dire si on ne vous fait pas dans les 2 mois mention après publicité de candidature concurrente, puisque l'administration est supposée faire un appel à candidature concurrente. Si vous avez une candidature concurrente, le délai est repoussé de 4 mois, le temps que tout ça soit examiné, tambouillé, etc. Et quand il n'y a pas de candidature concurrente, ça ne passe même plus en CDOA. Ça, c'est fini, les CDOA qui ont duré quand même pas mal, 10, 15 ou 15 ans, je ne sais plus. Donc, le problème, si vous voulez, d'abord, c'est la conception de cette réglementation, auquel personne, bon, en tout cas moi, je ne comprends absolument rien. Parce que ça repose sur cette histoire de candidature concurrente qui est quand même au cœur du système. Si vous n'êtes pas soumis à autorisation ou que vous n'avez pas de candidature concurrente, votre chemin va se dérouler tranquillement. Bon, à peu près en principe. Le problème, c'est qu'arrive au niveau des candidatures concurrentes. Or, les candidatures concurrentes posent quantité de problèmes que je vais vous expliquer, tout au moins de mon point de vue. Mais le problème est de savoir qui est concurrent et qui n'est pas concurrent. Or, ça, pour être concurrent, il ne faut pas seulement se présenter sur la même chose, il faut se présenter dans un cadre absolument indémêlable qui sont les fameuses priorités du schéma directeur régional des structures, enfin, des exploitations agricoles, SDRE. Là, vous avez des rangs de priorité 1, 2, 3, 4, 5, je crois, ou 6, oui, plus que ça peut-être même, avec des coefficients à la gomme, et mon mot est poli, que personne n'est absolument capable de démantibuler. Comment voulez-vous qu'un agriculteur de base ou un conseiller quel qu'il soit, moi y compris naturellement, demande à la DDT des explications sur ces calculs auxquels elle-même ne comprend absolument rien? Donc, vous avez des candidatures concurrentes qui seront positionnées devant vous au terme d'un schéma sur lequel on va revenir, et de tas d'irrégularités sur lesquelles on va revenir aussi, dont vous n'avez absolument aucun moyen. Vous n'allez pas casser la figure à votre voisin en disant tu es sûr que tu as une priorité par rapport à moi. La plupart du temps, le gars n'y comprend rien non plus de toute manière. Bon, c'est absolument invérifiable. Et j'ai jamais vu une procédure dans laquelle il y avait un examen par un tribunal pour qui ça passe à des encablures, vous vous en doutez. On ne comprend déjà rien en général à notre milieu agricole, mais là, honnêtement, il y a des excuses. Bon, capable de vous dire, oui, je suis concurrent, non, je ne suis pas concurrent. Bon, premièrement. Donc déjà ça détruit complètement la lisibilité, la cohérence et le bon sens. Voilà. S'il n'y avait que ça serait rien. Mais déjà, c'est une incohérence technique, si vous voulez. Encore une fois, du temps des vieux cumuls, vous exploitez 150 hectares, le maximum cumul, comme on disait, était à 70, vous en preniez 30, ben, il ne fallait pas sortir de Polytechnique pour comprendre que vous dépassiez et que vous aviez besoin d'une autorisation. Donc voilà. Deuxième problème qui tient au concept, qui me révolte, vous allez me dire que je suis une révoltée permanente, mais oui, c'est bien le sujet sur lequel je n'ai pas vieilli depuis 15 ans ou 18 ans, c'est que pour être concurrent, il faut être concurrent à la même chose. Si tous les deux, vous et moi, vendons des radis et des concombres, et Oui, qu'on veut le même emplacement au marché, on est concurrents.
bien On sûr. propose la même prestation au même endroit, etc. Or, la plupart des candidatures concurrentes, en tout cas toutes celles qui me passent entre les mains et qui font obstacle à l'autorisation de mes clients, sont des candidatures de gens qui n'auront jamais aucun droit sur les parcelles. C'est-à-dire que donc par définition, ils ne sont pas concurrents. On ne peut concourir pour la même chose. Vous êtes deux sur un poste de travail, mais vous êtes concurrents naturellement. Là, vous avez un gars basique, comme meilleure personne. Vous allez me dire en agriculture, c'est pas possible, mais si quand même, un gars comme meilleure personne qui est d'accord avec son propriétaire qui veut lui louer 30 hectares. Bien. Oui, Ils sont d'accord, ils signent une promesse de bail, tout va bien. oui, Donc, il dépose sa demande d'autorisation d'exploiter parce qu'à vérification faite, il sait qu'il est dans le cas où il faut qu'il demande, il a un dépassement, hein, par exemple. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'appel à candidature. Généralement, ce n'est pas nécessaire parce que tout le monde sait toujours ce qui se passe chez les voisins. Mais admettons, l'administration est obligée de faire un appel à candidature. oui, Le voisin qui est fâché avec le propriétaire ou qui n'a pas été préféré lors de discussions de distro avant, bah, il dépose une candidature concurrente. Et oui, s'il est prioritaire au regard de ce schéma directeur régional complètement incompréhensible et indéchiffrable au niveau des calculs de coefficients, etc., eh ben, sa candidature sera préférée. oui. Donc, la candidature du voisin concurrent sera préférée, il aura l'autorisation, dont il ne pourra rien faire, Non, puisque jamais le propriétaire lui donnera de bail, a fortiori parce qu'il l'aura enquiquinné, donc évidemment, il n'a pas envie de le bien donner. sûr. Il n'aura jamais les terres, mais il a l'autorisation. Et par contre, le gars qui rentre tranquillement avec l'accord du propriétaire, tout bien comme il faut, lui, il a pas le droit d'exploiter. Et avec un concurrent qui n'en sera jamais un. Et résultat des courses, on se trouve avec des terres. Non, mais c'est effarant, quoi. Je ne comprends pas. Enfin, il y a des esprits qui ont conçu ça. Donc, on se retrouve avec des terres au sort juridique incertain. Oui, Et comme si ça ne suffisait pas, déjà, hein, comme si ça ne suffisait pas, l'administration, c'est rarement écrit, on y reviendra sur le problème des contrôles après, mais l'administration prétend, alors c'est la MSA et peut-être les services chambres, j'en sais rien, mais j'ai jamais vérifié au niveau des installations, etc. En tout cas, la MSA, j'en suis sûr, et la DTT, c'est sûr, vont raconter, mentir, il n'y a pas d'autre terme, aux agriculteurs en leur disant soit qu'ils n'ont pas pas le droit d'entrer dans les parcelles s'ils n'ont pas autorisation d'exploiter, ce qui est un mensonge carabiné. N'importe qui peut exploiter où on veut. Moi, j'exploite en Gironde, je n'ai pas d'autorisation d'exploiter, j'ai rien demandé à personne. Bon. non, Mais juridiquement, je suis inscrit à la MSA. Donc, soit qu'ils n'ont pas rentré en droit de rentrer dans les parcelles, soit carrément, j'ai des cas qui ne peuvent pas inscrire les terres à la MSA à leur nom. oui. Donc, mes fameux 30 hectares de mon petite histoire là, bon, bah, il n'y a personne. En théorie, il n'y a personne. Qui est puni de l'absence d'exploitation? On n'en sait rien. Ça devrait être l'abruti de salarié de la DDT, mais on ne leur court jamais après, ces gens-là. C'est le propriétaire qui est puni. Bah, sur le défaut d'exploitation, je ne sais pas. Bah, J'ai jamais eu ça. non, mais le propriétaire, s'il peut pas louer au locataire qu'il a choisi, c'est le propriétaire, entre guillemets, qui est puni parce qu'il est embêté, il a des ennuis. Mais Bien ça sûr. n'empêche Oui, mais je pas. veux dire juridiquement. Bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Lui, il est dans la mouise. On est d'accord. Sans compter qu'en théorie, il ne touche pas son fermage. Non, mais On est est-ce que d'accord. vous matérialisez la stupidité absolue de cette règle? Oui, oui. Alors bien sûr, Et parce on que en est l'appel à là. candidature, je reviens à appel à candidature, vous savez que le syndicat, on va pas le nommer, mais il est connu, il envoie des candidats bidons, j'ai Oui. bien dit bidons, pour bloquer l'autorisation d'exploiter de quelqu'un qui s'est entendu avec le propriétaire, hein, alors que l'autre, il a la signature du propriétaire. Et est-ce que vous pouvez louer une maison sans l'accord du propriétaire? Bah, bien sûr que En non. principe, non. Donc Vous me retrouverez dans le tribunal. là, c'est une atteinte au droit de propriété. Qu'il y ait des cumuls, qu'on dise lui, il a 200 hectares, il en redemande 200. Bon, qu'on discute, ça on est d'accord. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont des trucs bidons. Mais je sais, bah, le syndicat dont vous parliez et que moi je vais citer, c'est la FDSEA en l'occurrence, en Seine-Maritime, s'est même vanté d'avoir créé une fausse, pas fausse juridiquement, mais une société d'exploitation bidon, c'est-à-dire qui n'exercera jamais, uniquement pour présenter des candidatures concurrentes aux gens qui n'avaient pas la bonne bobine. C'est ça. Et dans les monts du Beaujolais, il y a au moins 8, 10 ans, j'ai carrément eu un cas d'un de mes clients dont l'autorisation a été bloquée à cause de cette foutue candidature concurrente par d'un dossier dont le type ne savait même pas qu'on avait déposé un dossier en son nom. Enfin, voilà. Et on vit dans un monde de voyous, quoi, Donc, disons-le. donc alors là, d'un point de vue juridique, bon, j'ai des cas comme ça aussi, hein, toutes les semaines.
la personne a l'autorisation du propriétaire, il rentre dans les terres, hein, et puis le Absolument. propriétaire l'autorise à entretenir les terres, il lui fait une vente d'herbe, il l'autorise à entretenir les terres, et j'ai vu des DDT, moi, qui essayaient de mettre des amendes de 1 000 € par hectare à l'exploitant. Je l'ai vu, ça. Absolument. Bah, moi, j'en ai plusieurs des procédures comme Bon, ça. c'est Tout à légal, fait. ça? Bah alors, là, c'est très compliqué comme procédure. Alors, d'abord, pour ce qui concerne l'entrée dans les terres, il y a Oui, une seule personne au monde qui a le droit de dire qui rentre et sort des parcelles, c'est le propriétaire. on est d'accord. Propriétaire exploitant ou qui loue, c'est leurs affaires à tous les deux. Je suis absolument scandalisé d'avoir dans un dossier en Mayenne un constat signé du préfet, tout bien comme il faut, un constat constatant l'occupation illégale des terres. Exploiter sans autorisation d'exploiter n'est pas illégal. Est illégal en droit français, on est encore dans un pays à peu près civilisé, moins ou moins, me direz-vous, mais quand même. L'occupation illégale, quelque chose d'illégal est quelque Oui, chose qui est interdit par la loi. oui, Il n'est pas interdit par la loi d'exploiter sans autorisation. Vous devez obtenir, dans certains cas, laisser à la libre appréciation une autorisation d'être exploité, mais il n'y a pas de gendarme qui s'appelle l'État français qui contrôle toutes les entrées et sorties du patrimoine privé. Ça n'existe pas. C'est absolument anticonstitutionnel, anti-liberté publique, anti tout ce qu'on veut. Il n'y a que le propriétaire et le locataire qui décident de ça. Après, s'ils décident de se disputer, c'est autre chose. c'est autre Pour chose. être illégal, une activité doit être interdite par la loi. Il est illégal de trafiquer de la drogue, c'est écrit Oui, dans le code pénal. Est illégal de tuer son voisin, ça on est bien d'accord. on est De d'accord. pratiquer des activités réglementées sans avoir la capacité, vous prétendez notaire, avocat ou médecin, On est ça c'est d'accord. illégal parce que c'est écrit. Oh, si vous voulez, l'illégalité ne se présume pas parce qu'un sous-fonctionnaire l'a décidé. C'est pas vrai. Bon. Or, on est au cœur, si vous voulez, d'un espèce de combat implicite de l'administration qui, pour X, Y raison, parfois poussée par le syndicalisme local, parfois pas besoin, la vanité des fonctionnaires suffit, considère que c'est eux qui doivent décider qui exploite et qui exploite Tout à pas. fait, Je tout suis à fait, désolé, non. C'est tout les à fait. propriétaires et les exploitants. Voilà. Alors là, je vous coupe. Est-ce qu'ils ont le droit, le propriétaire autorise l'exploitant, parce qu'ils sont d'accord, hein, il a fait un bail, Oui, oui, donc normal, quoi. il entretient son parcellaire, c'est une vente d'herbe, il est propriétaire. Ah non, c'est un bail, il peut faire un bail. Il peut même faire une prestation de service, il peut appeler un entrepreneur pour lui cultiver ses terres. Bon, où Non, le non, bas attendez, je blesse, vous coupe, monsieur Grégoire. Il a parfaitement le droit de faire un bail. le Le droit de. propriétaire peut donner un bail. Tout à fait. Est-ce que par contre, d'un point de vue, je parle bien juridiquement parlant, avec les lois françaises, est-ce que le locataire peut activer les primes de la PAC sur ses hectares? Absolument, à 2000%. À 2000%. Bien que la disposition contraire figure toujours dans le code rural. Oui, C'est-à-dire que le code rural prévoit, alors je n'ai pas l'article, mais si vous le voulez, j'ai le code rural à côté, je vous le dirai. oui, Je devrais le savoir par cœur, mais je l'ai oublié. Que l'administration peut retirer les primes communautaires, les droits, le machin, oui, à un agriculteur qui n'est pas en règle avec la réglementation des structures. oui. C'est absolument faux. Alors, non seulement c'est laissé dans le code rural, mais c'est encore raconté par certains sites de chambres d'agriculture ou DDT. Pourquoi c'est faux? Parce que au début des années 2000, 2004, 2005 par là, l'Europe s'est saisie du problème, a interdit à l'État français de retirer ou de supprimer, quoi, appelez ça comme vous voulez, les primes de l'Europe, puisque ce sont toujours les primes de Ah bah l'Europe, bien pardon, sûr, bien sûr. aux agriculteurs qui ne sont pas en règle avec la réglementation des structures, ce même de manière définitive. C'est-à-dire, vous avez demandé l'autorisation d'exploiter, elle vous a refusé, vous avez fait tous les recours, vous avez tout planté, Oui, etc. oui. Bien, bon. Elle ne peut pas vous retirer les primes. C'est donc interdit par l'Europe. Le Conseil d'État, après une décision que je tiens à votre disposition, qui s'appelle les consorts indivision Claude Lorrain, qui est de 2006, juillet 2006, je crois, je le cite régulièrement dans les dossiers, qui interdit à l'État français, donc le Conseil d'État a suivi l'Europe, hein, qui interdit à l'État français de soumettre l'application d'une disposition européenne au respect d'une réglementation française. Donc, oui. Donc en C'est langage clair, interdit tous les ans. donc en langage clair, si on reste sur votre exemple des 30 hectares, l'exploitant qui est un petit exploitant, il en avait 20, il en prend 30, il monte à 50, hein. Moi j'ai des cas comme ça. 50, c'est pas une grosse exploitation, hein. Non? Il est avec sa femme en plus. Bon, on va vouloir lui bloquer les primes PAC sur les 30 hectares, ils ont pas le droit.
Absolument interdit. Et moi, en général, je m'en sors par, pardonnez-moi du terme, un coup de gueule auprès du service de l'administration, en rappelant la jurisprudence en évision de Claude Lorrain. Je vais vous l'envoyer, l'arrêt, il pourra vous être utile. Alors, non seulement, si vous voulez, c'est resté dans le code rural, parce que personne n'a envie de se colter ça avec les syndicats et tout le bazar, puis parce qu'ils s'en foutent, hein, globalement, le ministère de l'Agriculture se fiche éperdument de la façon dont on gère nos structures. Bien sûr. Bon, ça, il faut quand même que les choses comme elles sont. Mais de surcroît, tous les ans, vous vérifierez la circulaire annuelle, vous savez, pour l'instruction ministérielle pour la mise en œuvre des mesures de la PAC. Bon, je crois que ça s'appelle à peu près comme ça, un mot près. Je ne la vérifie pas tous les ans, hein. Mais c'était le cas, c'est donc de 2006, hein, cet arrêt, ça fait quand même 20 ans, hein. Bon. Donc, comme il y a encore des administrations qui cherchent à le faire, de plus en plus doucement quand même, mais en tout cas, ça Oui, circule. oui, 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 plus calmement. Mais ça circule sur les sites des DT et chambres, etc., et tout le bazar. Tous les ans, l'administration, dans la circulaire, écrit, nous rappelons un truc genre, nous rappelons au service qu'il est interdit de supprimer des primes PAC à un agriculteur même qui n'est pas en règle avec la réglementation des structures. La dernière circulaire que j'ai consultée, elle doit dater de 2019. Alors c'était très amusant, on sentait l'énervement du rédacteur. Cette phrase, elle était en gras souligné. Donc ils en avoir marre de ne pas Alors, arriver à faire comprendre ça à leur service. alors après, si on reste dans notre exemple, c'est un exemple, hein, des 30 hectares, vous conseillez au locataire, parce qu'on fait le transfert pour qu'il les mette sur son relevé parcellaire MSA, ou ça peut rester sur le relevé parcellaire MSA du propriétaire, Ah non, il faut absolument que ça passe sur son relevé parcellaire MSA. de Que l'exploitant. pour le coup, où il doit y avoir correspondance, normalement, alors, on voit toujours des trucs, j'ai expliqué pendant des décennies que le CVI, vous savez, en viticulteur, Oui, les droits ont été relevés du MSA. Moi, à Saint-Émilion, en Gironde, je suis exploitant à la MSA et le CVI est sur le nom de l'agriculteur qui me fait les travaux et j'ai jamais compris comment. Bon, donc, on ne sait jamais. Mais si vous voulez, oui, normalement, c'est ce qui permet oui, le contrôle des PAC, l'exploitation et tout le bazar, c'est le relevé MSA. tout à fait. La cheville ouvrière de tous nos travaux, c'est le relevé MSA. Mais rien ne peut empêcher, mais les âneries que j'entends dire à mes clients et qu'on me rapporte, quel que soit les départements, hein, c'est pas, il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de discrimination. Qu'il faut, alors une autorisation d'exploiter, la bénédiction papale, tout ce que vous voudrez pour avoir l'inscription MSA, c'est pas vrai. Vous vous présentez soit avec le bordereau de mutation en trois Oui, cases, vous savez, tout à fait, entrant, tout à fait. sortant propriétaire, entrant, parce qu'on a le droit de faire des beaux verbaux, hein. Deuxièmement, soit ce bordereau que tout le monde connaît, soit un bail, tout simplement, soit une autorisation manuelle du propriétaire qui dit je suis Tout d'accord à pour fait, mettre tout en à fonction, fait. etc. Et donc, vous pouvez Ça vous gêner, crée la MSA. voilà, vous pouvez générer les primes PAC et les primes animales avec les animaux qui sont sur les parcelles. Absolument, absolument. Mais si vous voulez, la MSA, c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais la MSA, jadis, dans ma jeunesse, je vais encore revenir au vieux temps, mais la MSA, jadis, contrôlait le moins de centiares près. Oui, Pourquoi? Parce que simplement, on était imposé aux cotisations sur le revenu ben, cadastral. je sais bien. Maintenant qu'on est au revenu réel, elle s'en tape un peu, si vous me passez l'expression, On de est savoir si les d'accord, parcelles vous on est sont ou pas là. d'accord, on est Voilà. d'accord. Sinon, croyez-moi, elle raclait bien tout, hein, avant. Alors j'en profite pour dire que cette pression qui est souvent syndicale ou de l'excès de zèle de l'administration, il ferait mieux de s'occuper des 2 600 000 hectares qu'on a en friche, faute de rentabilité dans l'agriculture, plutôt que d'aller enquiquiner des propriétaires qui cherchent des locataires. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que même si c'est pas très attractif économiquement, il y a quand même beaucoup de gens qui calent devant la lourdeur administrative, On hein. est Sans doute dans d'accord. d'autres métiers aussi. Bon, il se trouve que celui-là, c'est le nôtre, mais bon, bien sûr. Bien Ah, sûr. parce que les gens, ils ont peur. Mais c'est affreux. Si les agriculteurs étaient un peu moins dociles aussi devant tout ça, Et c'est alors rien. là, ça vous amène, parce que ça vous amène à l'appel à la révolte. Vous me disiez, vous voulez lancer un appel à la révolte par rapport à tous ces dysfonctionnements. Par rapport à tous ces dysfonctionnements, et tout bêtement, le mot va paraître un peu bête, mais au mal qui crée aux agriculteurs, au préjudice qui crée aux agriculteurs. Parce que toutes ces situations compliquées, les gens savent où ils en sont, j'y rentre pas, j'ai le droit, j'ai pas le C'est droit, ça. c'est qui a raison, etc. Ça leur coûte de l'énervement, comme si vous avez besoin d'en avoir encore en plus, des pressions psychologiques avec les voisins, et souvent des honoraires d'avocat ou de conseil, bien évidemment, il faut bien essayer de sortir de là. Donc, tout ça est parfaitement inutile. Tout ça est parfaitement inutile. Et c'est inutile parce qu'il suffirait. Donc, quand je dis l'appel à la révolte, c'est d'abord,
bien entendu, essayer de faire comprendre aux agriculteurs qu'ils arrêtent d'être aussi dociles et aussi peureux devant l'administration, déjà pour commencer, qui peut beaucoup moins que ce qu'elle prétend pouvoir, qui roule Mhm. les mécaniques, etc. Dans les dossiers contentieux que j'ai par rapport à la réglementation des structures, j'admets parfaitement que l'État, représenté par ce fonctionnaire, n'ait pas le même point de vue que moi. Bien sûr, c'est normal, donc c'est Bien la vie. sûr. Mais excusez-moi, les conneries qu'ils peuvent raconter, mais c'est effrayant, mais c'est effrayant. Alors, donc, si vous voulez, la révolte, c'est ça, c'est d'arrêter déjà d'être si docile. Et deuxièmement, je veux mettre en cause l'État en demandant des dommages et intérêts, absolument partout où c'est possible. Notamment quand les préfets, il faut que je trouve, je vais voir avec des avocats spécialisés en droit administratif, moi je suis assez balbutiante là-dedans, une formation d'origine, mais j'ai oublié bien depuis longtemps. Euh, Notamment demander des dommages et intérêts et mettre en cause la responsabilité du préfet qui signe ou qui prétend avoir signé. Parce que, encore une fois, je suis une misogyne de base, mais toutes ces bonnes femmes qui signent des arrêtés incohérents, le jour où elles vont avoir le ministre qui va leur dire, mais que vous avez foutu dans ce dossier, pourquoi j'ai autant d'enquiquinement, elles vont peut-être voir un petit peu les choses différemment. Oui. Et ça, il y a... L'administration, elle est anonyme, si vous voulez. Elle est absolument anonyme. Dans un dossier où de s'affaire où que vous devez connaître, qui est en Loir-et-Cher, ça vous dit quelque chose, j'imagine, qui dure depuis 20 ans, j'ai attaqué l'État en responsabilité Oui, parce je que pour savais. défaut de surveillance de la SAFER, il a quand même coûté 800 000 euros à mes clients. Ce sont des gens absolument charmants et impeccables. Et même si tu n'es pas charmant et impeccable, ce n'est pas une raison pour leur coûter 800 000 euros. Le préfet, le ministère, plus exactement, a répondu à ma mise en cause devant le tribunal administratif, mais des conneries, mais monstrueuses, des conneries monstrueuses. Alors qu'il a la présence des deux commissaires du gouvernement, la tutelle, la délégation du droit de préemption, et surtout, ce qui, vous savez, est un de mes chevaux de bataille favoris, le détournement de fonds publics, que sont l'exonération fiscale sur les substitutions. Ça coûte quand même des millions d'euros à l'État, enfin pas au l'État, aux collectivités En locales. collectivité. Et là, il y a un défaut de surveillance de l'État absolument, absolument extraordinaire. Bon, ça Et, nous. Alors, mon but, pour en revenir aux structures, oui. c'est de monter. Si on pouvait faire des classes actions par région, ça serait super parce qu'on tomberait sur un préfet de région. J'ai du mal à comprendre que fait le préfet de région et que fait le préfet de département dans chaque dossier, parce qu'ils signent tous les deux, pas très clair. Si on pouvait faire ne serait-ce que des classes actions par région, pour quand même un peu concentrer le truc. Bon. Pour mettre tel service régional en cause, donc l'État, parce que le préfet, c'est jamais que l'État. Ben oui. Pour mettre l'État en cause sur l'absence, sur l'incohérence de la loi, mais elle est votée. Bon, ça, c'est à nous la qu'à s'en prendre qu'à nous ou la faire changer. Mais en tout cas, l'application irrégulière que ces services ont de la loi, je pense qu'ils. Vous savez, pas compliqué, hein. Je ne suis pas une militante syndicale violente, loin de là. Mais malheureusement, l'État en France s'intéresse aux agriculteurs qu'à partir du moment où on leur crée des emmerdements ou qu'ils n'ont plus d'ennuis. Je le cesse de dire depuis 40 ans. Mais on obtiendra des politiques qui fassent bouger nos activités le jour où ils n'auront plus d'ennuis à ne pas bouger et donc à copiner avec tel ou tel syndicat dont on a du mal, le reste, à connaître exactement les positions actuellement, qui est plutôt pour cramponner sur le fait acquis, qu'on va dire. Oui. Euh, Toujours, ils auront plus d'emmerdement à suivre ça qu'à essayer au contraire d'aider la masse d'agriculteurs, et ben, on y arrivera. Vous voyez, C'est ce qu'on appelle le pouvoir de nuisance générale. ben oui, Mais c'est alors, lamentable. si vous voulez, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que la CDOA, hein, qui était les commissions des structures avant, ça s'appelle la CDOA maintenant, c'est un avis. Mais celui qui prend la décision, qui signe, c'est le préfet. La Tout à CDOA fait. donne un avis. Et deuxième question, quelqu'un qui est vraiment en cumul, quelqu'un qui, on va dire, a 100 hectares et va en reprendre 100 supplémentaires, qui est vraiment dans un agrandissement, par rapport à des jeunes qui veulent s'installer autour. Là, vous apporteriez quelle réponse? Ben, c'est vraiment une question de dossier administratif. Moi, je suis pas là pour apporter des appréciations morales. Hein. C'est pas mon rôle. J'en pense ce que je veux, y compris avec mes clients. Mais non, ça, j'ai pas d'appréciation morale. C'est vraiment une question de situation, complètement. Parce que il y a des situations, alors, il y a des cumulards, hein, comme on disait encore dans ma jeunesse, qui sont effectivement déjà honteux, mais il y en a, enfin honteux. C'est ce que je veux dire, enfin, en même temps, l'aspiration à une réussite individuelle n'est pas critiquable en soi. Si vous ne faites pas de mal à votre voisin, rien d'extraordinaire. En général, s'ils ont des salariés, etc. Donc, enfin, embêter un cumulard avec des salariés
au profit d'un jeune d'installation qui n'y arrivera peut-être jamais. J'en sais rien, le débat est beaucoup trop vaste. C'est au cas par cas. Mais oui, bien oui, mais oui, il doit être individualisé si vous voulez, c'est évident, hein. Donc on peut pas, c'est un peu la bêtise, en dehors du fait de ces candidatures concurrentes complètement inexistantes, complètement fabriquées avec tout ce qu'on veut, rien que pour enquiquiner le demandeur. Il y a aussi cet aspect quand même très personnel. C'est valable pour les affaires, hein, c'est valable pour toute Bien sûr, bien sûr, bien réglementation. sûr. Il faut C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on est en train de dire ne va pas à l'encontre de l'installation des jeunes. Tout le monde est d'accord pour l'installation des jeunes bien sûr. dans le respect du propriétaire, parce que je vois pas comment on peut se soustraire au propriétaire de la terre. Ben non, enfin, en tout cas, en plus, c'est exactement l'inverse du statut du fermage. Donc, vous rappelez qu'il est toujours un tutu personné, c'est-à-dire que le propriétaire a le droit de choisir son locataire. Tout à Mais fait. apparemment, nos rédacteurs et nos syndicalistes, ça ne les dérange pas que le statut du fermage soit un tutu personné quand ça les protège et qu'il ne soit plus quand ça emmerde le voisin. Donc, C'est ça. un Là, peu il y particulier. a une incohérence syndicale, là. Complètement, complètement. Alors, donc, si vous voulez, il n'est pas illégal d'entrer sans autorisation, d'accord? Vous débrouillez avec le propriétaire. Après, si l'État veut vous faire de la procédure, c'est un deuxième chapitre, on va en parler. Il n'est pas illégal de s'inscrire vous avez le droit d'être inscrit à la MSA, même Voilà. sans autorisation d'exploiter. Il n'est pas illégal de vous priver des DPB. Au contraire, il est illégal de vous priver des DPB, Oui, complètement illégal, complètement tout à fait. interdit. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et c'est aussi faux de dire que parce que ça découle de ce que je viens de dire, j'avais noté toutes les bêtises qui étaient dites, il n'est pas interdit non plus non, c'est pas vrai que l'autorisation d'exploiter doit être préalable à l'entrée dans les lieux. Ça n'aurait pas de sens, sinon, que fait-on des beaux verbaux? C'est pas oublier qu'il y a une grande partie dans les petites surfaces, dans le Ah oui, sud-est ou le sud-ouest, qui sont en beaux verbaux parce que les bien gens ont sûr. 4-5 hectares, ils ont été ça du grand oncle, enfin bref. Et évidemment que personne ne s'est réuni en grande commission avant l'entrée du mec. On reprend la Bah non. situation et voilà. Et les beaux-verbaux, c'est pareil. Autre incohérence avec le statut du fermage, on sont d'ordre public, on a absolument la même valeur que les beaux écrits, je ne vous apprends rien. Tout à fait. Donc s'il fallait faire toutes ces formalités avant un bail verbal qui a 30 ou 40 ans, vous voyez un peu la bataille. Donc rien ne tient debout, si vous voulez, absolument rien ne tient debout. Cela étant, alors parmi les dégâts de ces candidatures concurrentes, j'en ai un qui me vient à l'esprit là. Pour démontrer l'ineptie de notre système. J'ai un client à qui c'est arrivé parce que j'ai essayé de reconstituer son autorisation. Il y a les autorisations historiques auxquelles il faut dont je vous parle, auxquelles il ne faut pas que j'oublie de vous mentionner les incohérences qu'il y a par rapport à ça. Vous avez un cas, alors ça c'est fréquent, où votre bonhomme, toujours d'accord, donc fameux type de ça fait 30 hectares, toujours d'accord avec son propriétaire qui connaît depuis qu'il est gamin et qui veut lui comme locataire, parce qu'en plus souvent les propriétaires veulent un locataire précis. On loue pas des terres agricoles, je enfonce une porte ouverte, comme on loue un fonds de commerce ou Ah un non. parking, si vous Non. voulez. Voilà. Bon. On connaissait les parents, les grands-parents, on a toujours Bien été copains, on sûr, était à mais bien l'école sûr. ensemble, enfin bref. Donc, si vous voulez, vous avez mon bonhomme, le petit bonhomme qui est propriétaire des 30 hectares qu'il loue à notre gars de début de la discussion. On lui refuse d'autorisation avec la fameuse fausse candidature concurrente. Bon. Le propriétaire, j'altère, là je modifie un peu le récit de notre belle histoire, le gars a un refus d'autorisation. Notre gars, à nous, avec ses 30 hectares, a un refus d'autorisation. Un autre gars, du coup, dépose une autorisation, il l'a. Oui. Le propriétaire qui n'a pas envie de s'enquiquiner avec ça, bon, ce qu'on peut parfaitement comprendre, bon. Dis-moi vos histoires, ça va, je loue au deuxième. D'accord? Donc le deuxième candidat qui a l'autorisation d'exploiter, il rentre dans les parcelles avec une autorisation. Pendant ce temps-là, notre premier petit gars à 30 hectares avait redéposé une autorisation. Qu'il a? Qu'est-ce que je dis, moi, à l'État, qui m'a privé de mon agrandissement parce qu'il a refusé une autorisation alors que finalement je l'ai et qu'on m'a préféré le candidat à conduire le propriétaire pour des raisons de simplification. Encore une fois, souvent, on n'a vraiment pas cherché toujours des grands complots. D'abord parce qu'il en a marre qu'on lui saoule, qu'on le visite sans arrêt. Bon, vous connaissez comme moi les fils de tracteurs dans la cour de ferme, des agriculteurs qui vont pas tarder à céder, qui approchent l'âge de la retraite et que toutes les amabilités que leur font les voisins. Donc, si vous voulez, il en a marre de ça. Donc, il dit, bon, bah, celui-là, autorisation, je le loupe et basta. Oui, Et mon voilà. gars, bah, il a perdu son agrandissement, c'est 15 ou 20 hectares que vous aviez prévu tout à l'heure, simplement parce que dans le timing, il l'a eu après l'autre. Qu'est-ce qu'on fait de l'État par rapport à ça? Mais c'est tout le temps qu'il y a des enquiquinements et des embrouilles à cause de cette réglementation débile. Tout le temps.
Alors, allez-y, si peut-être vous avez des questions, parce qu'on Non, va non, passer là, à on va c'est passer bien, aux là. amendes. On va arriver presque dans le mot de conclusion. Je vois, il reste encore 5 6 minutes si on veut être dans les temps. Alors, le problème majeur qui vient se greffer là-dessus, vous avez commencé à poser les questions, c'est le problème des amendes. Ah, les amendes. Moi, j'avais pas vu d'amende, enfin, d'autres juristes sans doute non plus, il n'y a pas de raison, pendant des décennies, parce que l'administration, avant cet arrêt, le fameux arrêt des consorts indivision Lorrain de 2006, l'administration privait, quick, l'agriculteur qui n'était pas en règle, de DPB. C'est Bon. ça. Depuis que le Conseil d'État lui a interdit et le ministère lui rapporte tous les jours, il a bien fallu qu'ils s'en sortent pour avoir enfin le mot de la fin. Donc ils se sont servis du texte qui leur permet d'émettre des amendes Ouais. à l'agriculteur qui n'est pas en règle avec la réglementation des structures. Oui, Or, le texte du Code rural, 331.6, si je ne fais pas d'erreur, précise que l'administration est en droit d'émettre des amendes. Alors, il y a une fourchette prévue, qui oui. globalement, ça correspond au montant des DPB qui sont À peu touchés. près, oui. Oui. Voilà. C'est pour que, l'exploitation ne soit pas rentable, quoi, tout simplement. C'est le but, qu'il n'y ait aucun intérêt financier pour l'agriculteur, même s'il peut y en avoir par ailleurs, ne serait-ce que moralement. Et là, moi, j'ai une succession de procédures absolument indignes. C'est-à-dire que l'administration, deux choses. Le texte dit que l'administration peut émettre, le préfet peut émettre des amendes quand l'agriculteur, après sommation qui lui a été faite, n'a pas déposé de demande, parce qu'il y a aussi l'agriculteur qui, de bonne ou mauvaise Oui, foi, je dépose comprends, je une sommation. comprends. Donc l'administration qui fait sa surveillance, généralement téléguidée par un voisin, le met en demeure de présenter une demande. C'est Bon, ça. il le présente, après ça dure le temps que ça dure. Bon. S'il n'a pas présenté cette autorisation dans la mise en demeure, le Oui, dossier, de un mois après la mise en demeure, ou s'il a un refus définitif d'autorisation, oui. c'est-à-dire toute procédure expirée, le préfet peut lui émettre une amende privatoire, en fin de compte, si vous voulez, de Je l'intérêt, comprends. Je voilà, comprends. confiscatoire, on va dire. Or, j'ai de plus en plus de procédures, et j'ai même une procédure dans le dossier de Mayenne qu'on évoquait tout à l'heure, de demande d'annulation du bail par le préfet. On se demande vraiment ce que ça peut lui faire, la préfète en l'occurrence. Euh, alors, avec un raisonnement mais incroyable de complications, j'oserais presque dire de perversité intellectuelle, pas morale, mais intellectuelle, pour essayer d'imaginer une différence entre une décision un jugement exécutoire et définitif, un truc à la gomme, c'est-à-dire qu'elle a prétendu émettre des indemnités, il y en a quand même pour 2 fois 95 000 euros, et ça passe pas dans la ligne du trait. Au niveau de la commission des recours, une a été annulée et l'autre a baissé à 48 000 euros, ce qui est déjà pas mal, alors que mon gars était en contentieux de sa procédure d'autorisation d'exploiter. Donc on n'avait pas de refus définitif. Et malgré ça, avec exécution provisoire, le tribunal a annulé le bail et dit que le gars devrait déguerpir. Bon, j'ai un tas de moyens de nullité, etc. On est en pleine procédure. Mais si vous voulez, l'administration, alors non seulement, alors franchement, c'est le seul cas que j'ai. En général, c'est quand le refus est définitif, elle essaye, l'administration essaie de gratter un an ou deux, parce qu'en général, l'exploitant qui a demandé, il l'a l'année suivante. Les deux autres dossiers que j'ai, qui me viennent à l'esprit, l'un c'est dans le département de la Loire et l'autre c'est en Finistère, je crois, quelque chose comme ça, ou dans l'île de Vilaine, enfin peu importe, dans l'Ouest, c'est des gens qui ont eu l'autorisation l'année suivante. Et les amendes étaient de genre, l'un 3 000 et l'autre 7 000 euros. Donc les amendes, on arrive à les faire sauter. Alors, les amendes, on les fait sauter d'une manière où c'est pas évident. Pour l'instant, j'ai les procédures en cours, donc je ne sais pas. Alors, pour ce qui est de la première procédure avec les 2 fois 98 000 euros, sans trop forcément, puisqu'elles sont carrément illégales, le refus n'était pas définitif. Mais alors, si ce n'est que le refus n'est pas définitif, n'est pas prévu dans le texte sur les amendes. Il est prévu dans le texte de l'annulation du bail. Et non seulement le refus n'est pas définitif, n'est pas prévu dans les amendes, mais en plus, il est précisé, ça je l'ai vérifié, que les amendes sont exécutoires, ce qui est un cas unique parce qu'en matière fiscale, quand vous avez une amende, elle est suspendue par le contentieux. Donc, si vous voulez, c'est la nouvelle arme de l'administration pour émettre à tout va, voilà, Et alors un refus définitif, si le propriétaire veut louer la parcelle à Monsieur Durand, le refus définitif de l'administration, il ne peut pas empêcher le propriétaire de louer la parcelle à Monsieur Durand. pour moi, non. Alors jusque-là,
Il y a Voilà. la possibilité d'annuler le bail. C'était une cause de demande d'annulation du bail judiciaire, hein, bien sûr. À la demande du propriétaire, bon, si lui est d'accord, il a pas raison de faire ça, ou de la SAFER si elle préempte, puisqu'elle est considérée comme propriétaire des salades de préemption. Ça, c'était logique. Mais on a rajouté, je crois que c'est en 2014, que le préfet peut la demander. Et c'est la première fois de ma vie, j'ai ce dossier en Mayenne où le préfet, qui est forcément délégué par quelqu'un, qu'est-ce qu'il a à faire de savoir qu'un bail de 90 hectares en Mayenne soit annulé ou pas, le préfet? Il n'a rien d'autre à faire, sauf que la situation est tellement brillante qu'il n'y a que ça à faire. Donc c'est ça, c'est complètement décorrélé, déconnecté complètement. Voilà. Donc si vous voulez, il y a un énorme ménage à faire et j'aimerais beaucoup grouper les actions pour peser, enfoncer la tête des préfets. Bon, Parce que s'ils mais avaient la moitié d'emmerdement qu'ont les agriculteurs avec ces réglementations, ils réfléchiraient peut-être à deux fois. Et c'est peut-être eux qui, faut les enterrer, ils y comprennent rien, donc ils font n'importe quoi. Ça les intéresse pas, ce qui est leur droit. S'ils étaient enterrés par la moitié des emmerdements qu'ont les agriculteurs, ils commenceraient peut-être à réfléchir à ce qu'ils font, voire même à provoquer des réformes. Voilà. écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là et on refera un point si nécessaire. Avec plaisir. Hein. Au revoir, monsieur Grégoire, et au revoir Merci tout le monde. beaucoup.